Oui, donc l'idée, ça sera vraiment d'avoir un retour d'expérience concret de la construction du siège social de la société Consorci à Madrid, donc une construction circulaire dont Ignasi Kubinja nous parlera. Pour rappel, pour ceux qui ne sont pas suffisamment familiers de l'économie circulaire, l'idée, c'est vraiment de passer d'une approche linéaire de gestion de déchets, où on extrait, on fabrique, on utilise, on jette, à une approche cradle to cradle, donc du berceau au berceau, par rapport à une approche du berceau au tombeau. C'est ça la véritable économie circulaire. Donc l'économie circulaire, ce n'est pas juste le réemploi, ce n'est pas non plus la valorisation de déchets, c'est vraiment imiter la nature. Vous savez que la nature fonctionne en cycle. Là, c'est pareil. Donc peut-être qu'on va extraire une première fois, fabriquer, utiliser, peut-être qu'on va réemployer une fois, peut-être deux fois, réutiliser ou réparer. Mais à l'issue, il faudra bien que ces ressources qui ont été utilisées soient à nouveau, intègrent à nouveau un cycle de production à travers soit ce qu'on appelle un cycle technique, donc pour servir à fabriquer d'autres produits, ou à travers un cycle biologique, c'est-à-dire un produit biosourcé qui retournerait à la terre pour nourrir la terre, par exemple, sous la forme de compost. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, on est face à des paradoxes. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'énergies renouvelables qui sont censées donc remplacer des énergies qui ne le sont pas parce qu'elles s'appuient sur des ressources qui ne sont pas renouvelables, pas durables, comme les matières fossiles, par exemple, le pétrole, le gaz, etc. Or, aujourd'hui, il faut savoir que, par exemple, pour fabriquer un panneau photovoltaïque, on a besoin d'un métal qui s'appelle l'indium, qui est indispensable à la fabrication des panneaux et d'ailleurs des écrans LCD, et qu'on a moins de 20 ans de réserve. Donc aujourd'hui, c'est le paradoxe, c'est qu'on essaie de remplacer finalement des énergies non renouvelables par des matériaux qui s'appuient sur euh, des ressources qui sont, elles, encore moins renouvelables. Donc ça demande vraiment d'avoir une conscience des produits qu'on utilise, c'est l'éco-conception, et également de faire en sorte de récupérer ces ressources en fin d'usage, parce que sinon, en fait, on n'est pas dans l'économie circulaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'aujourd'hui, l'économie et l'écologie sont en train de converger. Là, je prends l'exemple du plus gros fonds d'investissement mondial, hein, qui est le Fonds souverain de Norvège, qui représente à peu près 1,2% des capitalisations au niveau mondial en termes d'investissement. Aujourd'hui, il exclut de ses portefeuilles des géants miniers, non seulement dans le charbon ou dans le pétrole, mais également des extracteurs de ressources minières en fait, qui ne respecteraient pas des règles environnementales ou qui émettraient trop de CO2 dans l'atmosphère. Donc, si on prend un exemple qui est celui du retour d'expérience d'aujourd'hui, qui est l'exemple du bâtiment, en France, il y a à peu près 1 milliard de mètres carrés, il y a à peu près 50 millions de mètres carrés qui sont construits ou rénovés annuellement. Ça fait beaucoup de ressources. Or, un bâtiment, c'est un métabolisme lent. Il y a à peu près 75% des constituants qui sont renouvelés pendant la vie du bâtiment et certains plusieurs fois, selon le corps d'État. Donc, dans ces conditions-là, il faut vraiment se poser la question de comment on peut répondre à une situation, à un secteur qui produit beaucoup de déchets, 70% des déchets en volume, et qui consomme beaucoup de matières premières, jusqu'à 35% pour les 50 millions de mètres carrés annuels dont je parlais, et qui en plus émet de manière directe beaucoup de CO2, et sans encore compter le CO2 de fabrication émis dans la fabrication des produits qui constituent le bâtiment. Donc l'idée, c'est vraiment de passer d'un modèle qui est purement linéaire, hein, en fait, en gros, des bâtiments qui vont être source de déchets et qui vont être source de coûts pour les propriétaires qui, pour se débarrasser de ces déchets-là, vont payer des gestionnaires de déchets, qui eux-mêmes étant payés en amont, ne vont pas être très motivés à valoriser en aval, et donc vont très souvent se contenter de se débarrasser à moindre coût, type enfouissement ou incinération des ressources qu'ils ont récupérées, alors même que ces ressources ont une valeur économique résiduelle. Il ne viendra à personne, en fait, quand on a utilisé un véhicule, quand on veut changer de véhicule, que le véhicule qu'on avait, on paye quelqu'un pour nous en débarrasser. Or, c'est rare hein, qu'on paye une casse. On va plutôt, puisqu'il y a une valeur résiduelle en fait, économique, mesurée d'ailleurs par l'Argus, faire en sorte de récupérer le maximum de valeur de ce produit usagé. Même chose pour les produits du bâtiment. Donc l'idée, et c'est pour ça que Psycléa a conçu il y a maintenant 4 ans cette matériothèque MyPsycléa, l'idée c'est de gérer les ressources, de faire en sorte qu'on caractérise et qu'on gère les ressources qui constituent le bâtiment, de manière à ce qu'à l'issue, les produits ne soient pas source de déchets, mais au contraire source de revenus,
à travers une action qu'on appelle de resource management. Donc, vous connaissez les facility managers, ce sont les personnes qui vont gérer les équipements pour faire en sorte qu'ils fonctionnent longtemps et le plus longtemps possible. Le resource manager, c'est celui ou celle qui va gérer les ressources de manière à ce qu'elles soient le plus utilisées possible et qu'en fin d'usage, elles soient réemployées ou upcyclées pour ne jamais devenir des déchets. Les conséquences de ça, c'est qu'aujourd'hui, on commence à mesurer le fait qu'il y a beaucoup de produits qu'on peut régénérer dans le bâtiment, plus de 80%. On peut récupérer autour de 15% de la valeur ajoutée, c'est-à-dire du coût d'acquisition initiale des produits, on peut récupérer pendant la vie du bâtiment autour de 15%, et ça ne peut que croître si les ressources continuent à se raréfier. Et en faisant des choix conscients de produits, on va vraiment en fait avoir un impact positif sur la santé et sur l'environnement. Et Ignacy nous en parlera davantage certainement dans sa présentation. C'est quelque chose qui commence à se développer en France, qui se développe à travers le groupe Construcia en Espagne. On estime qu'on aura près d'1 million de mètres carrés d'ici 2022, donc en Europe, de bâtiments circulaires, aussi bien dans les hôtels que dans les parcs, les sièges sociaux, les parcs d'activité, etc., les centres commerciaux. Faut savoir qu'une chambre d'hôtel, comme une boutique en fait d'un centre commercial, sa durée d'usage, c'est à peu près entre 5 et 7 ans. Donc, ça se renouvelle et ces ressources, la plupart du temps, elles sont perdues, sauf si on les pense pour être renouvelées. Et pour ça, il faut penser à cette notion de bâtiment circulaire. Là aussi, je vous donne quelques éléments. Je pense que Ignacy en parlera davantage ensuite. Mais un bâtiment circulaire, qu'est-ce que c'est? C'est un bâtiment qui est conçu comme une banque de matériaux. C'est-à-dire qu'on prévoit dès la construction du bâtiment le fait que son système constructif sera le plus démontable possible. Non seulement pour qu'il soit flexible, ce bâtiment, ou réversible, mais aussi pour pouvoir déposer à moindre coût les ressources usagées. Et ces ressources, donc ces produits qui constituent le bâtiment, on veut ne pas perdre leur information. Aujourd'hui, sans doute que vous êtes confronté à ce qu'on appelle les diagnostics ressources de bâtiments existants. Le résultat est relativement catastrophique ou pour le moins décevant parce qu'on récupère des tas de produits dont on ne sait rien, en général en plus difficiles à démonter, donc ça renchérit le coût de dépose. Et en plus, c'est des produits qui, en général, n'avaient pas de très bonne qualité, y compris en termes de santé. Donc, c'est très compliqué de faire du réemploi ou du diag ressources aujourd'hui si on n'a pas pensé, ce qui n'était pas le cas à l'époque, la conception d'un bâtiment. Là, en créant un bâtiment circulaire, non seulement on a un bâtiment qui est modulaire, plus facilement démontable, et aussi des produits qui sont caractérisés par ce qu'on appelle les passeports circulaires, où on va trouver leur composition, leurs prochains usages, la part de recyclé, la part de biosourcé, s'ils sont issus du réemploi, les empreintes carbone, l'énergie grise, l'impact sur l'eau, l'impact social, là où ils sont fabriqués, là où ils sont disponibles. Donc, on va avoir beaucoup d'informations pendant la vie du bâtiment, et y compris à la fin de vie du bâtiment, pour pouvoir en fait faire en sorte de récupérer cette valeur économique résiduelle des ressources et donc cette survaleur associée au bâtiment. Maintenant, on est en train aussi d'associer ça avec le BIM, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des bâtiments, quand ils sont dans le BIM, on fait une synchronisation, mais c'est un autre sujet, mais il y a d'autres webinaires qui en parlent si vous êtes intéressés, notamment la semaine dernière ou la semaine d'avant, où on voit l'association entre l'économie circulaire et le BIM. Donc, vous pouvez aller sur psychia.com dans la rubrique webinaire ABC pour les replays. Dernière chose, ce n'est pas le tout d'avoir des produits, des bâtiments bien pensés. Il faut encore choisir des bons produits. Donc des produits qui sont soit certifiés Cradle to Cradle, qui est la norme internationale de l'économie circulaire pour les produits, ou alors équivalents, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas certifiés, mais ils ont des qualités équivalentes en termes de non-toxicité, circularité, impact carbone, eau, social au niveau de leur processus de production. Donc ça, c'est des points importants. Et bien sûr, il faut de l'information. Donc, ça fait partie de notre travail. On a ouvert un portail qui s'appelle Upcycla.cloud, où les fabricants reçoivent des comptes gratuits pour pouvoir déclarer autant de passeports qu'ils le souhaitent. Et vous-même, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur ce site-là pour vous ouvrir un compte en ligne de manière à pouvoir accéder à ces passeports dans lesquels vous trouverez, comme je disais, les compositions, les prochaines vies. Et on va y trouver là-dedans toutes les bases des informations qui viennent des EPD et puis des informations, on va dire, exclusives en termes de prochaine vie, non-toxicité, impact sur l'eau, social, etc. Donc, tout ça pour aider à penser des bâtiments avec des bons produits et donc vraiment créer des bâtiments circulaires. Et c'est pour ça que c'était intéressant aussi d'associer à ces passeports des identifiants qui peuvent faire le lien justement avec des objets BIM de manière à pouvoir synchroniser
donc la construction Digital BIM avec l'économie circulaire. Et c'est pour ça que c'était intéressant d'avoir le retour d'expérience d'Ignacy Kubina, qui va nous faire son retour d'expérience d'un bâtiment circulaire construit sur Madrid et qui est le siège social de Construcia. Donc, je te donne la parole, Ignacy. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu veux partager ton écran pour nous faire ta présentation? Je t'entends bien. Je t'entends Super, bien. parfait. Alors, eh bien, je te passe la main. Merci, Hugo. Alors, ça se voit bien? Très bien. OK, bon, merci beaucoup, Eric. Bon, je suis heureux d'avoir l'opportunité de parler en français après 25 ans. C'est-à-dire, je veux parler français, mais ça faisait longtemps que je ne parlais pas français par rapport à une conférence, un webinaire. À l'époque, il n'y avait pas de webinaire. Bon, je tombe directement sur le sujet. Eric, si jamais j'ai un blocage sémantique, tu vas me passer un coup de main, OK? OK. Alors, comme Eric disait tout à l'heure, bon, ce que je vais essayer de partager avec vous aujourd'hui, c'est de l'expérience. Ce n'est pas seulement de la circularité conceptuelle. Je suis le cofondateur de Co-Intelligent Growth. C'est une société qu'on avait développée, on avait créée l'année 2005, juste une année après avoir connu William McDonough à Barcelone pendant un séminaire qu'il avait livré à Barcelone. Alors, bon, ça fait déjà 15 ans qu'on travaille sur le cradle to cradle et sur l'économie circulaire. Et en fait, c'est ce qui est important aujourd'hui pour moi. D'un côté, c'est partager cette expérience avec vous, et de l'autre côté, c'est justement vous présenter cette collaboration, ce partenariat que nous sommes en train de mettre en place avec AppCycler. Juste un point, en fait, Ignacy, c'est que sous ta présentation, il y a un texte qui défile qui n'a rien à voir avec tes propos. Au début, je pensais que tu avais une traduction d'espagnol simultanée, mais ce n'est pas le cas. C'est quoi ça? OK. Voilà. Ah non, oui, c'était une blague. OK, merci beaucoup. Oui, parce qu'il faisait de conneries, ça. Alors, OK. Bon, Eric, elle vous expliquait tout à l'heure quelle est la définition d'un bâtiment circulaire. Pour nous, ça c'est la définition que nous utilisons par rapport au cradle to cradle. Nous avons cradle to cradle, c'est des think tanks connus, surtout qu'il est très à l'origine de l'économie circulaire. Aux années 2010 et 2011, j'étais en train de travailler pour Part 2020 à Schiphol, en Hollande, avec Delta Development. Et ça, c'était en fait la première expérience qu'on a eue, la première expérience pour maîtriser un projet cradle to cradle et économie circulaire. Et c'était justement le moment que la Ellen MacArthur Foundation il a été créé, il a été développé. Alors, comme il disait tout à l'heure, Eric, pour nous, un building circulaire, d'abord, il faut dire que le point de départ pour la circularité, c'est la santé. Et ça, c'est important pour nous. En anglais, on dit safe then circular. Ça veut dire avoir la circularité des produits ou des biens qui ne sont pas sûrs et qui ne sont pas sains. Il ne faut pas la peine. Ce n'est pas un bon business. En fait, c'est même pire qu'avoir une économie linéaire pour faire ça. Et ça, c'est un des messages que je voudrais livrer aujourd'hui. En fait, c'est la façon de voir aussi du cradle to cradle, et c'est la façon de voir qu'on partage avec MyAppCycler. Bon, pour nous, comme je disais tout à l'heure, Eric, le design for disassembly, ça veut dire la démontabilité du bâtiment et des produits, c'est important. Il faut faire attention à comment on fait les produits et comment on les installe. Les processus d'installation des produits sur les bâtiments, c'est un aspect de la circularité qui est de plus en plus considéré, mais qu'il est il n'est pas la priorité pour l'instant. C'est un des trucs sur lesquels on voudrait bien travailler avec même des bureaux d'études en France
parce que je pense qu'il y a du travail à faire sur ça. Le produit, il doit être traçable. Ça, c'est un aspect très important de la circularité en général, pas seulement pour les bâtiments. Transparent et traçable, transparency and traceability. Ça, c'est la grosse différence par rapport à une économie linéaire. Il faut avoir l'information, il faut partager l'information, il faut trouver l'information, mais il faut avoir un maîtrisage puissant de cette information-là. Pourquoi ça? Parce que l'économie circulaire, c'est justement ça, c'est un modèle économique circulaire. Il y a des producteurs, il y a des consommateurs, il y a des prosumeurs, il y a plusieurs acteurs sur un modèle économique beaucoup plus que dans un système linéaire. Alors là, la distribution de l'information, l'accès à l'information, c'est vital. Si on a une économie circulaire, s'il y a un bâtiment circulaire, mais ce n'est pas open source, on n'a pas l'accès à l'information, ça ne vaut pas la peine non plus. Ça devient un produit linéaire, même que le produit il a été construit d'une façon circulaire. Et last but not least, c'est une très grande opportunité pour le resetting, pour le Build Back Better, notamment au niveau européen, mais pour tout le monde en fait. Nous travaillons depuis 2005 sur... la partie bâtiment, c'est une partie très importante pour nous. Ça fait presque 60% de notre chiffre d'affaires. Mais on travaille sur d'autres industries aussi. On travaille beaucoup sur les fashion, sur les textiles, sur le packaging aujourd'hui. On a même des délégations en Asie. Ça veut dire que cette partie de l'opportunité de développer des business différents, des business qui sont beaucoup plus socialement inclusifs, c'est un des trucs, un des aspects très importants. Et là, c'est où nous avons un des challenges les plus importants par rapport à l'implémentation de la circularité. Il y a une question culturelle en circularité. Il faut bien comprendre que cette culturalité, cette diversité culturelle pour développer des produits et des projets circulaires, il faut la considérer. Je pense que vous êtes tous au courant de cette méga trend. Un méga trend, encore une fois, que peut-être que ça dépend de l'Angleterre. Mais j'aime pas trop, je dois dire que j'aime pas trop au niveau langage, mais bon, on va s'adapter. Alors, c'est ce que ça, un net zero building, c'est pas un building vide. Un net zero building, c'est un building sans avoir des externalités négatives. Et comment on fait pour ne pas avoir des externalités négatives? Ça, c'est une photo de notre bureau à Barcelone. Le bureau de Madrid, je vais tomber tout à l'heure. D'abord, il faut voir quelles sont les émissions, quelle est l'empreinte carbone, pas seulement de l'énergie consommée dans le building, ça on connaît qu'il y a un sommet, mais notamment sur les produits. La partie de la décarbonisation, la récarbonisation des matériaux, ça commence à devenir une priorité un peu partout. On a beaucoup mis les points sur les émissions, mais en fait, je ne sais pas si vous êtes au courant de New Language of Carbon, ce n'est pas seulement des émissions, on parle de carbone, les émissions, mais on parle aussi des stocks de carbone à l'intérieur des produits. La partie pas déchets, en circularité, ça c'est vraiment le fondamental. Le design for disassembly, la maîtrise de l'information, comment gérer les bâtiments pour ne pas avoir des déchets en installation, en production de matériaux, en déconstruction et en réutilisation de ces matériaux-là. C'est le principe fondamental du cradle to cradle. Waste equals food, design out waste. Comme je disais tout à l'heure, si on va faire la circularité sur des produits qui sont toxiques, c'est encore pire que l'économie linéaire. Pour ça, la détoxification des matériaux, c'est primordial. J'ai parlé plusieurs fois, même avec des fabricants français, qu'ils considèrent que le cradle to cradle sur la partie toxicologique est un peu dur. Moi, je pense que peut-être ça peut être considéré dur pour un système linéaire, mais pas du tout pour un système circulaire. Pour un système circulaire, c'est ce qu'on appelle les principes de précaution. Nous sommes des cradle to cradle accredited
Certifies depuis 2012. Je peux vous dire, bon, il y a une tendance de plus en plus pour regarder ces aspects santé, même au niveau de matériaux. Et finalement, des aspects financiers, net zero risk. Et pourquoi la circularité, je pense que va remplacer la linéarité? Parce que c'est des meilleurs business. Et surtout, c'est un business avec beaucoup moins de risques. Aujourd'hui, quand on fait des propositions de circularité sur des investisseurs en Espagne, même en Angleterre ou en Hollande, aux États-Unis, la première chose qu'on commence à parler, c'est justement des risques, linear de-risking. Pourquoi le linear de-risking? Parce qu'investir aujourd'hui en linéarité, c'est un risque énorme, et notamment sur des produits avec une durabilité élongée, comme ce sont les bâtiments. Quoique c'est vrai qu'aujourd'hui, les bâtiments, les temps d'usage sont beaucoup plus courtes, mais ce qu'on veut, c'est élonger la durée de vie des composants des matériaux, même les matériaux, les produits eux-mêmes. Il faut voir qu'en linéarité, ça ne marche pas. Il y a trop de coûts associés au mauvais maîtrisage du modèle linéal. 2012, on s'est trouvé avec le CEO de Constructia, Arturo Fernández, et moi-même, nous nous sommes trouvés à Barcelone. Et ils étaient une boîte de construction, ils faisaient un chiffre d'affaires à 25 millions d'euros. Nous étions presque 400 000 euros. Mais on s'est trouvé justement pour parler de ce qu'à cette époque-là, c'est ce que c'était la circularité. Et ils n'avaient même pas un agenda de développement durable. C'était une société très performante, c'était très bien géré, mais c'était une société qui faisait surtout des rénovations des bâtiments existants avec une performance élevée, bon business, mais ils n'avaient même pas un storytelling par rapport au développement durable, par rapport à la sustainability. Et la première chose qu'on a fait quand on s'est mis d'accord pour faire une joint venture, c'est dire, OK, il faut le matérialiser. On ne peut pas continuer à parler de Cradle to Cradle, on ne peut pas continuer à parler de circularité, il faut le faire. Cradle to Cradle, c'est remaking the way to make things, ce n'est pas rethinking, remaking. C'est pourtant que ça, c'est un plan d'action. Et on a développé cette feuille de route que nous sommes maintenant dans la 8e année, c'est une feuille de route pour 10 années. Et c'est une feuille de route que seulement pour vous donner une ordre de magnitude, aujourd'hui, Constructia, il fait un chiffre d'affaires par-dessus de 100 millions d'euros et IG, c'est vers un peu au-dessus de 1 million d'euros. On a une croissance en parallèle. Et pour le 2021, notre portefeuille de projets, 80%, ce sont des projets de circularité. Aux différents niveaux de circularité, on va parler de ça tout à l'heure, mais ce sont des projets où il y a une stratégie de circularité, soit des projets de nouveaux bâtiments, soit des bâtiments préexistants. Ignacy, je me permets de te dire qu'il te reste 20 minutes à peu près. OK, merci beaucoup, c'est bien. Pour ça, on a développé une méthodologie, c'est ce qu'on appelle Lean to Cradle. Resilient Modular Design. C'est une méthodologie qu'on a développée ensemble avec Constructia pour notamment matérialiser cette approche. On a pris leur expérience sur le Lean Construction, toute cette partie planification, efficacité, bien gérer les risques d'un projet et Lean Construction. Constructia, il faisait un bon travail sur ça. Mais alors, on les a proposé de faire ça, pas seulement pour une fois, mais pour plusieurs fois. Ça veut dire comment incorporer la vision Cradle to Cradle sur cette méthodologie-là. C'est ce qui fait un système beaucoup plus complexe, mais à la limite, beaucoup plus efficace. Et en plus, c'est une complexité favorable. Ça veut dire la vision Cradle to Cradle, la vision Full Cycle Assessment, il n'a aucune incompatibilité sur la méthodologie Lean. C'est tout à fait le contraire. Il est très synergique en fait.
Alors, ça, ce sont les headquarters à Madrid. C'est un bureau de 1000, un peu plus de 1000 mètres carrés, avec une occupation vers les 130 personnes, plus ou moins. Et que, bon, c'était un bâtiment, il est déjà existant, un bâtiment typique d'un parc industriel à Madrid, avec, avec des façades en verre, blablabla. Bla, bla, bla. Et ça, c'est pas un projet pilote, hein, ça, c'est de la réalité. En fait, ça fait 2 ans que ça fonctionne. Et ça, c'est ce que nous a permis, c'est vraiment tester une méthodologie on avait déjà testée sur d'autres projets un peu plus petits. Et on a pris notre siège social, bon, le siège social à Madrid, Constructia, il est basé à Barcelone, pour tester toute cette méthodologie-là. Alors, on a travaillé sur le design. Pour faire le Lean to Cradle, on peut travailler, c'est l'idéal, c'est surtout travailler du départ, travailler sur le design. On peut faire même des transformations Lean to Cradle sur projet qui ne sont pas conçus comme un projet de circularité. Ce n'est pas évident, ce n'est pas l'idéal, mais on peut aussi le faire. En fait, on le fait de temps en temps. Hein. Et là, le partenariat avec Upcycler, c'est très important. Hein. Pour la circularité des bâtiments, on met les gens, mais les personnes au centre. Ça veut dire, pour moi, il ne faut pas la peine de faire de la circularité, il ne faut pas faire le resource management si pendant la durée de vie du bâtiment, ça ne marche pas. S'il n'y a pas un effet positif sur les gens, ça ne peut pas y aller. Hein. C'est pour ça qu'on travaille aussi sur des aspects biophiliques, sur des aspects confort, sur des aspects qualité de l'air, sur des aspects qualité de la lumière, et notamment sur des aspects qualité acoustique, qu'il faut dire qu'en Espagne, c'est toujours un challenge. C'est un des trucs sur lesquels on travaille le plus. Et il faut voir aussi le retour économique. Je pense que vous connaissez, il y a plusieurs approximations sur l'impact des bâtiments sur la productivité des gens. Ici, on avait travaillé avec une enquête qui s'appelle Lisman, sur laquelle on travaille pour tous nos projets, notamment pour les projets qui sont plus communicables, et que c'est fait par un externe, et qu'il s'agit justement de faire une enquête pour voir quelle est la relation parmi le bâtiment et les gens à l'intérieur, les gens qui travaillent là-bas. Et c'est une enquête avec 32 paramètres, hein, c'est relativement complexe. Ce n'est pas vraiment de la productivité directe, c'est la perception de la productivité. Ça, c'était à l'époque pré-Covid. Hein. Je dis ça parce que justement, le spacing, le layout du projet, on n'a eu pas besoin de le changer après le Covid. Hein. Ça veut dire qu'il y avait une spacing qui était déjà favorable à la situation malheureuse que nous vivons aujourd'hui. Bon, le layout et la relation avec les occupants, c'est très important, mais le building, c'est une création de matériaux et de systèmes. Il faut voir les matériaux, il faut voir l'ensemble du système. Il faut voir comment on peut mettre ça en place pour avoir un impact positif même sur l'industrie. Pour faire ça, nous avons besoin d'un passeport matériaux, mais nous avons besoin aussi de tester, par exemple, des choses comme quelles sont les émissions liées à l'utilisation de certains matériaux. Dans ce cas-là, on a utilisé pas mal de bois et on a travaillé avec des fabricants, avec des fournisseurs de produits à bois, avec des teneurs en formaldéhyde, par exemple, très très faibles, même parfois à zéro. C'est difficile d'avoir zéro dans un produit à base de bois. On parle d'émissions, on ne parle pas des tenures dans le produit. Hein. Mais par exemple, l'aspect qualité de l'air, parce qu'on avait déjà l'expérience en Hollande, au Parc 2020, c'est un des aspects plus importants. Et je vous parle de l'époque pré-Covid. Aujourd'hui, ça, c'est encore plus important. La productivité du confort, bien évidemment.
et c'est ce qu'on appelle le Circular Share Value. Pour développer ça, c'était une question, si vous voulez, c'est comment on fait pour faire la circularité avec une valeur économique et une valeur non financière. La valeur non financière, c'est ce qu'on avait co-développé avec KPMG en Hollande. C'est ce qu'aujourd'hui on parle de ESG, hein, Environmental, Social and Governance. C'est ce qu'on parle aujourd'hui de Non-Financial Reporting. C'est quelle est la valeur pour la société, hein, comment on peut mesurer cette valeur pour la société, même en termes économiques, même en argent. Et il y a un autre côté, que c'est la valeur financière à court terme. Hein. C'est à court terme et à long terme. Hein. C'est quel est le retour de l'investissement, quelles sont les implications réputationnelles, quelles sont les implications des productivités sur l'espace, etc., etc. Bon, ça, vous voyez les images. C'est un peu l'image que Constructiva Madrid il voulait communiquer. Et comme je disais au début, un healthy space, un healthy building, pour nous, tout commence là. Si on n'arrive pas à bien maîtriser ça, c'est vachement difficile d'avoir une circularité vraiment bien développée avec tous les objectifs en place. Alors, bon, qu'est-ce qu'on a fait? Et c'est ce qu'on fait pour tout le projet. Ça fait presque 8 mois, on faisait ça d'une façon très artisanale. On allait chercher toute l'information de la part des fabricants, de la part des installateurs, de la part des distributeurs, et on faisait une analyse à 100 ppm, avec une granulométrie, avec un détail très élevé. On regardait produit par produit, solution constructive par solution constructive, et on faisait un material passport, cradle to cradle define, qui était un super travail, très intense dans le sens les temps qu'il faut mettre pour avoir cette information, surtout pour récupérer l'information. Ça, c'est le grand problème toujours. Hein. Avoir les informations, mettre les informations dans un système, c'est relativement facile. Le problème, c'est avoir les informations. Mais, et notamment avec des aspirations importantes. Hein. Ça, c'est seulement du retrofitting, du refurbishing. Hein. Vous voyez la quantité, l'intensité de matériel sur un espace de 1000 m², on parle de presque 65 tonnes. Hein. Et on n'a même pas changé l'enveloppe de la façade du building, et on n'a pas changé, par exemple, la partie du climat. Hein. Ça, c'est pratiquement du interior design. Hein. Bon, ça sont un petit peu les résultats. Comme je vais partager cette présentation-là, vous aurez le temps de regarder ça plus en détail. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la valorisation économique du projet. Pour nous, un des gros problèmes du développement durable, c'est que cette triple top line, il y a la partie économique qui n'est pas bien gérée. Et pourquoi ça? Parce que pour la plupart des fois, il faut faire des exercices de projection dans l'avenir. On sait bien que le monde financier, avec l'avenir, ils ne se sentent pas très, très confortables. Bon, pour nous, il y a des choses ici. Il y a d'un côté, on sait bien que 90% du coût d'un espace, c'est lié au coût du personnel. C'est pour ça, pour augmenter la productivité du personnel, ça c'est fondamental. Et en plus, on veut récupérer la valeur des matériaux. Et on veut faire ça pour augmenter la valeur résiduelle, le harvested value des matériaux, mais aussi pour avoir la possibilité justement d'utiliser ça comme une banque de matériaux et réaliser cette valeur résiduelle. Pour cette réalisation de la valeur résiduelle, nous avons utilisé, bon, ça c'est la partie productivité qui c'est lié à ce que je disais tout à l'heure de l'integrated true value. Sur l'empreinte carbone, il faut voir que ça c'est un petit bâtiment, mais
l'impact, l'effet sur la performance et surtout sur les societal costs, c'est très important. C'est une amélioration de 33%, ce qui est assez considérable. Alors là, je tombe sur la dernière partie que je voulais partager avec vous. Justement, pour l'escalabilité, la réplicabilité de tout ça, il faut digitaliser l'information. Alors, je ne pense pas que ça soit possible d'avoir une économie circulaire sans avoir un système de digitalisation de l'information. L'information, c'est la clé pour faire la transition entre l'économie linéaire et l'économie circulaire. Il faut avoir des bonnes données en plus. Et nous avons trouvé, ça fait 2 ans, on avait commencé à parler avec Eric, avec Christine, avec tout le team d'Upcycler. Et aujourd'hui, je suis très heureux de communiquer qu'en fait, nous avons un partenariat et on va appliquer ce partenariat pour tous nos projets, soit pour des projets qu'on fait avec les groupes constructeurs, soit pour des projets qu'on fait par ailleurs. Nous sommes ouverts à travailler avec tout le monde pour justement développer cette circularité réelle, factible, et pour faire le tour ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, pour la circular signature, en français, la signature circulaire, on fait des différences parmi les différents systèmes. Ici, on voit, et on travaille à Upcycler, il y a un système de qualification qui est basé sur le Cradle to Cradle. C'est en plus pour ça que pour nous, c'est très important de travailler avec eux. C'est-à-dire on valorise la qualité des matériaux par rapport à leur santé, par rapport à leur cyclabilité, par rapport à l'empreinte carbone et par rapport à leur valeur résiduelle. Et c'est justement ça, on fait la même chose pour des produits et pour des certifications de produits Cradle to Cradle. Sur les produits certifiés Cradle to Cradle, il y a aussi les aspects énergétique et hydrologique, et même sur l'aspect social fairness. Bon, ça, ce sont un petit peu les résultats. Et ça, c'est un des points que je voulais faire pour finir, pour aller. C'est la qualité de l'information. Il y a 2 niveaux de qualité de l'information. Il y a la qualité de l'information, ça veut dire combien d'informations vous avez. Ça, c'est important pour avoir une valeur statistique et pour faire des projections économiques et statistiques qui soient fiables. Il faut pas seulement créer les passeports de matériaux, mais il faut créer les passeports des matériaux, il faut créer les dépôts. C'est ce que vous connaissez à Upcycler, vous avez déjà travaillé avec Upcycler, vous connaissez un petit peu le procès. Nous, pour l'instant, jusqu'à 6 mois, on les faisait d'une façon, comme j'ai dit tout à l'heure, manuelle. Maintenant, on peut le faire d'une façon beaucoup plus systématique et beaucoup plus escalable avec MyUpcycler. Ça, c'est très important parce que la scalabilité, pour faire une marketplace, pour développer le marché, on a besoin d'un processus escalable. Si on ne peut pas l'escalabiliser, on n'a rien. Valeur résiduelle avec différents scénarios, point de vue profit-oriented, point de vue environmental. Pour nous, avoir une valeur résiduelle entre 8 et 15%, aujourd'hui, c'est l'idéal. On n'arrive pas toujours, mais c'est ce que c'est très important à comprendre ici, c'est que si on a les informations sur un système digital, un système qui peut être synchronisable et qui peut être actualisable, c'est un système dynamique. Ce qui nous permet, et ça c'est vital pour notre travail, c'est que nous permet une actualisation en continu de cette base de données. Ça nous permet d'aller récupérer l'information de la part des fabricants et on peut enregistrer toutes ces informations sur le système. Si on fait ça d'une façon manuelle, ça c'est impossible. Et bon, partie health, comme je disais tout à l'heure, c'est une priorité. Il y a une partie il y a pas mal de produits Cradle to Cradle certifiés, ou même Cradle to Cradle l'équivalent, Cradle to Cradle compatible. Il y a par exemple des aspects qui sont assez exceptionnels.
Le plumbing and sanitation, normalement, pour la plupart des projets en Espagne, ce sont des PVC. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas utiliser le PVC, on ne va pas pouvoir utiliser les organolégenètes par la part du Credit Products. Et dans ce cas-là, par exemple, on a une santé de 100% parce qu'on a éliminé le risque sur ça. Bon, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a semblé intéressant. Je vais déjà arrêter de partager l'écran. C'est ça. Merci Nazi. On va ouvrir à des questions. Je vais peut-être juste apporter un complément puisque là tu as beaucoup partagé. Je t'en remercie en fait sur la partie construction. Je vais rajouter un petit complément en fait sur la partie exploitation parce que là, ce qui est intéressant, c'est d'éco-concevoir un bâtiment. C'est bien, mais si après sa gestion dans le temps, c'est la gestion linéaire habituelle, ben, tous tes beaux produits et tes bons produits vont finir en incinération ou en enfouissement majoritairement. Or, quand on a l'information, c'est ce que disait Ignazi, on peut en fait en faire quelque chose derrière, notamment en phase d'exploitation. Donc, c'est ce que fait MyEpsyClear en fait. On a des librairies qui permettent en fait de pouvoir prendre les gisements qui sont par exemple à Madrid dans le siège social de Construcia pour créer des écosystèmes et mesurer les déchets évités, le CO2 évité et puis de faire le bilan économique. Ça, c'est les équations qui sont utilisées pour faire les calculs qu'il nous a montré Ignazi. Donc, je les commente pas, je les montre juste comme ça. Si vous voulez en fait revoir le replay, vous pourrez comprendre en fait comment sont faits ces calculs-là de manière très transparente. Et ça, c'est ce que je disais, c'est que une fois qu'on a notre bâtiment et qu'on a nos gisements qui sont caractérisés dans MyEpsyClear, c'est ce qu'a fait donc l'équipe d'Ignazi sur ce bâtiment et sur de nombreux autres, parce qu'aujourd'hui, il y a à peu près 50 ou 70 mètres carrés de bâtiments qui sont conçus selon ce modèle-là. Donc, vous avez des gisements qui sont caractérisés par leur passeport circulaire. Vous savez exactement ce qu'il y a dedans, vous savez exactement quels sont les prochains usages, etc. Ce qui veut dire que, bon, ça c'est un module qui est proposé, un module d'exploitation qui est proposé par MyEpsyClear. À partir du moment où aussi, ce que permet MyEpsyClear, en recensant les besoins des gens qui auraient des besoins en réemploi, en upcyclage, là aussi caractérisé, et parce qu'il y a des bibliothèques de transformation, on est capable de vraiment imiter la nature, de créer des écosystèmes pour trouver, en partant du besoin, l'idée, c'est pas de partir. Aujourd'hui, l'économie linéaire, c'est on a un tas de déchets dont on ne sait rien, y compris quand on fait des diagnostics ressources, on essaye de faire au mieux. En général, ça ne crée pas beaucoup de valeur. Là, on dit, non, où est le marché? Qu'est-ce que veut le marché? On le connaît, il est caractérisé. On connaît des gens qui peuvent, sur la base d'un gisement, pouvoir désassembler, transporter, massifier, transformer chimiquement, mécaniquement, pour répondre à la qualité attendue par le marché. Et donc là, on a du coup des gisements dont la valeur économique résiduelle devient réelle, parce que le marché est prêt à payer, par exemple, pour du nylon régénéré, pour faire des filets de pêche à partir de nylon régénéré, à partir de moquettes usagées. Oui. Et comme on a la data, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour faire des propositions à notre ressource manager, ce qui permet de faire gagner beaucoup de temps en exploitation et de faire que mon bâtiment soit plus source de déchets, mais source d'économie de revenus, d'autant plus qu'il y aura eu la bonne éco-conception dont parlait Ignazi, par exemple. Et quand on a de la data et quand on a des écosystèmes, alors on crée très facilement en fait, des mesures. On est capable de pouvoir vraiment automatiquement générer avec MyEpsyClear des indicateurs liés à chacun des écosystèmes et de pouvoir mettre en place, selon que ce soit un plateau, un bâtiment, une chambre, etc., là aussi caractérisé par les gisements dont je parlais, et parce qu'en fait, on a des besoins par ailleurs, de pouvoir avoir un ressource manager, par exemple, qui va être capable de dire, au sein du même groupe, au sein de la même foncière, du même bailleur, par exemple, il peut y avoir des besoins en réemploi, peut-être, et donc j'ai des gisements qui deviennent disponibles. Je peux faire facilement du réemploi en boucle fermée, ou peut-être ces besoins ils proviennent en fait de fabricants qui veulent récupérer des moquettes usagées pour refaire des moquettes, ou des gens comme Dim qui veulent récupérer du nylon qui provient peut-être de moquettes pour faire des collants, ou si on n'a pas de solution, peut-être poster ça sur des places de marché pour publier entre guillemets des gisements dont on ne sait pas faire l'usage au sein d'un groupe, entre chantiers du même groupe, ou par rapport à des fabricants. Donc, c'est vraiment important cette complémentarité, c'est les deux faces de la même pièce, l'économie circulaire. Il faut éco-concevoir et gérer, faire ce qu'on appelle le resource management. Et c'est ça qui va être source de création de valeur écologique et économique,
parce que s'il n'y a pas de plus-value économique, l'économie circulaire n'existe pas. Donc, on va continuer à bricoler et on n'aura pas des écosystèmes résilients qui préserveront effectivement les ressources. Voilà, si vous avez des questions, je vous en prie. Alors, il y a une question d'Alexandre qui dit « Pourriez-vous préciser le ou équivalent pour les produits de la construction ?» Oui, alors, c'est une très bonne question. Soit on prend des produits qui sont certifiés Cradle to Cradle, donc soit on prend des produits qui ne sont pas certifiés, mais dont on a pu mesurer qu'ils ont un niveau en matière de non-toxicité et de circularité satisfaisante. Et ça, je vais vous remontrer ce que j'avais présenté au début, à quel endroit c'est fait. Vous voyez, ici, dans cette librairie de passeports circulaires, il y a des milliers de passeports circulaires qui sont déclarés par les fabricants. Les Tarkett, les Vicona, les Interface, les Saint-Gobain et autres, etc. Vous voyez des petits pictos. Quand un fabricant a un compte gratuit, il va créer autant de passeports circulaires qu'il le souhaite, dans lequel il va décrire des informations liées à sa non-toxicité, liées à son empreinte carbone, liées à ses prochaines vies, etc., à la part de recycler. Quand il va vouloir publier, Upcycléa, qui gère cette plateforme, en fait, va faire un contrôle qualité et de complétude. On va vérifier que ce qu'il dit, en fait, ce n'est pas fantaisiste et que c'est complet. Et on va aussi délivrer des petits pictos, des petits pictogrammes, en fait, non-toxicité, circularité, carbone et énergie, eau et social. C'est inspiré du Cradle to Cradle. Mais on va juste se contenter de dire, si tu as fait, toi, fabricant, si tu as des preuves, parce que tu as un certificat Cradle to Cradle, ou que tu as une FDES, ou que tu as d'autres labels, si tu peux nous apporter des preuves, en fait, de ce que tu avances, si tu n'as pas de preuves, tu n'as pas de petit picto. Si tu as des preuves qui sont autodéclaratives, tu as un petit picto mais noir et blanc. Et si c'est une preuve qui est vérifiée par un tiers, à ce moment-là, c'est coloré. Donc ces preuves-là, ils les mettent dans la plateforme, c'est invisible du grand public. Nous, on le voit et ça nous permet de dire si ce qui est dit est vrai ou pas, de manière vérifiée par un tiers ou pas. Et quand on parle de produits équivalents, c'est ça qu'on entend, c'est des produits qui ont au moins 5 petits pictos, colorés ou non colorés, qui permet de dire c'est un bon produit du point de vue de la circularité. Voilà, j'espère que la réponse était claire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'Alexandre a une autre question, mais si vous avez des questions, profitez-en, vous pouvez prendre la parole. N'hésitez pas, il nous reste encore un petit peu moins de 10 minutes. Alexandre, du coup, vous aviez une autre question. Est-ce que vous voulez la poser de vive voix? Il suffit juste de réactiver votre micro. Moi, je voudrais te poser une question, Eric. Vas-y. Alors, justement, pour la création de cette marketplace et pour l'accélération du modèle circulaire, qu'est-ce que tu en penses de la Green New Deal et EU Taxonomy? Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Là, tu parles du Green Deal de mars, c'est ça, 2020? Ouais. Ouais. Je pense qu'il y a, c'est vrai en général au niveau des instances européennes, mais je voudrais qu'on reste quand même concret parce que c'est qu'il y a il y a beaucoup de théories et après derrière il faut être capable de l'implémenter de manière très pragmatique en fait. Donc il y a aussi beaucoup de choses sur le design for disassembly avec beaucoup aussi de théories. Donc moi je dirais que c'est bien, c'est encourageant, ça encourage en fait, ça permet de donner une direction pour que les entreprises, les industriels en fait se lancent dans l'économie circulaire parce que c'est un message fort de l'Union européenne. Après derrière il y a le comment et le comment pour moi est d'être basé sur la réalité de ce qu'on fait, pas sur de la communication, pas sur de la prétention. Souvent j'ai noté qu'en matière d'économie circulaire, il y a beaucoup d'entreprises qui dépensent plus d'argent à communiquer pour dire on fait ça depuis toujours alors que c'est juste de la valorisation de déchets ou c'est juste du réemploi, versus progressivement
faire concrètement les choses, notamment dans le bâtiment, qui est un gros consommateur de matières premières, on l'a vu, un gros émetteur de CO2, avec une feuille de route de progrès. Donc, il ne faut pas avoir peur de dire, ben non, ben, l'économie circulaire, ce n'est pas le réemploi. Donc, ça ne sert à rien de tout mettre dans le réemploi. En France, en fait, en janvier, il y a une loi qui est parue autour du gaspillage, notamment dans le domaine du bâtiment, qui est très orientée réemploi. Mais le réemploi, si après le premier réemploi, ça finit en décharge, on ne sait pas de l'économie circulaire. Donc, qu'on ait un premier moment de réemploi, de réutilisation, de réparation, très bien. Augmenter la durabilité, c'est bien. Mais il faut toujours se poser la question de qu'est-ce qu'on fait derrière, en fait. Et donc, c'est ça. Pour moi, c'est de pas rester monocritère, en fait, dans notre évaluation des choses. Très souvent, on dit c'est tout CO2 et on voit que le CO2. Ou alors, on veut tout biosourcé et on voit que le biosourcé. Pour information, il y a des choses qui sont biosourcées qui ne sont absolument pas circulaires, en fait, qui ne peuvent pas retourner la Terre. Donc, parce qu'elles ont été dans des processus de fabrication hybridés. Donc, c'est vraiment d'être multicritère, de pas avoir peur d'avoir une approche multicritère et globale qui dit il y a le CO2, mais aussi l'énergie grise, mais aussi la non-toxicité sur laquelle tu as beaucoup insisté, c'est important, mais aussi ce que ça va devenir, mais aussi l'éco-conception, mais aussi la gestion de la ressource, le resource management. Donc, pour moi, c'est tout ça pour qu'on passe d'un potentiel économie circulaire et que ce ne soit pas du circular washing, mais qu'on arrive vraiment en fait à concrétiser. Et c'est pour ça que je pense que tout le monde est le bienvenu. Alors, donc, du coup, oui, pardon, tu voulais rajouter quelque chose, je t'en prie. Non, c'est bon, c'est bon. Parce que du coup, Alexandre n'a pas posé sa question parce qu'il a un problème de micro. Donc, et il disait, donc il te remerciait pour ta présentation, Ignazi, et il disait, pouvez-vous préciser votre exemple sur le pic en Espagne? De quel pic s'agit-il, Alexandre? Ah, le PVC, pardon, c'est pas pic, PVC. Non, ok. D'accord. Donc, pouvez-vous préciser votre exemple sur le PVC en Espagne? Le PVC, c'est une approche credo to credo. Ça veut dire, le PVC, c'est un matériau, c'est un polymère, c'est surtout un polymère qui a des soucis en économie circulaire, beaucoup plus de soucis en économie circulaire qu'en économie linéaire, en fait. Il avait déjà, il était interdit déjà dans un système circulaire, dans un système linéaire, excusez-moi. Mais ce n'est pas seulement le PVC. C'est vrai qu'on a toujours eu beaucoup de discussions à propos du PVC. Le lobbying PVC, c'est fort. Et les sociétés qui font du PVC et qui essayent de faire la récupération du PVC, le recyclage du PVC d'une façon, je pense, assez professionnelle. Le problème, c'est ce qu'on appelle les precautionary principles. Et ce n'est pas seulement le PVC, ça va être le PVC, mais ça va être tous les polymères qui ont une carbon bond halogenate. C'est la même chose pour Teflon, c'est la même chose pour les produits en base brome. Alors, ici, il y a une chose que je voudrais exposer. Quand Eric il parle de la complexité, comment gérer un écosystème, comment gérer l'écosystème des transformateurs, par exemple, etc., etc., etc. Moi, je pense que surtout, l'économie circulaire, c'est une grosse opportunité pour l'industrie. Il y a une question que si tu n'as pas inconvénient, Eric, je voudrais répondre. Quand les gens ils disent, est-ce que l'économie circulaire ne va pas provoquer une concentration de pouvoir ou une concentration de pouvoir économique avec le building as a service, avec tous ces genres de choses-là? Justement, je pense qu'au contraire. C'est vrai que asset management et portefeuille management, il peut concentrer des actifs sur moins je dirais des propriétaires. Mais justement, l'économie circulaire, ce n'est pas de la propriété. Il ne s'agit pas de la propriété. Il s'agit beaucoup plus de la utilité, en fait. Cette partie du sharing economy dans l'économie circulaire, c'est très important. En plus, la circularité, c'est une stratégie. Ça veut dire le but, ce n'est pas être circulaire. Le but, c'est être dans un système que ce soit résilient. La circularité, pour moi, c'est une stratégie. Ce n'est pas vraiment le target on itself, en anglais. Alors là, il faudrait avoir une mentalité très ouverte pour vraiment implémenter la circularité. Mais je pense que, par exemple, pour l'industrie, l'opportunité, c'est énorme, même pour l'industrie chimique.
Moi, j'ai mes enfants qui sont en train d'étudier chimie et ingénierie chimique à Barcelone. Et je leur dis toujours, écoutez, vous êtes dans le bon moment. Parce que la chimique fossile, la chimique des matériaux ou des sources non renouvelables, il est fini. On travaille directement avec toutes les boîtes, avec Bayer, BASF, DSM, Dow Chemicals, DuPont. On travaille avec tous. Et tout le monde, il sait, il faut changer, il faut avoir de la green chemistry, il faut avoir des produits, il faut avoir des substances chimiques qui ne sont pas toxiques, on n'a pas de soucis et qu'ils sont aussi performantes que les ingrédients qu'on avait dirigés jusqu'à l'instant. Et ça, c'est une énorme opportunité pour la recherche, pour le développement et pour les opportunités en général. Et merci Ignacy. Une dernière question parce qu'il est 15 heures. Donc, il y a de Roland qui dit quel processus avez-vous mis en place pour collecter l'information des fabricants? Avez-vous un processus pour qualifier l'information collectée? Donc, le processus de qualification, c'est celui dont je parlais tout à l'heure. Hein. C'est celui qui permet de délivrer des pictogrammes sur la base de preuves qui sont fournies, non visibles du grand public, mais fournies en fait à nous-mêmes pour faire le contrôle sur la base de ce qui est transmis. Le processus pour mettre en place, par exemple, la collecte d'informations pour les fabricants, c'est par exemple ce qu'a fait Accor Invest et ce que fait maintenant Accor pour dire au niveau des services achats, OK, vous voulez travailler avec moi, mais moi, je ne sais pas ce que vous me vendez en fait. Donc, déclarez vos passeports circulaires dans MyEpsicléa de manière à ce qu'on puisse savoir et faire un choix conscient de bons produits. Et donc, il y a une source de motivation parce que les services achats, que ce soit Accor, que ce soit des gens comme ICA, des gens comme Engie, etc., des gens qui sont vraiment au cœur de la construction, disent oui, maintenant, on veut savoir ce qu'on achète. Donc, vous connaissez l'application Yuka, hein, c'est l'application dans le domaine alimentaire, Ignacy, où pour on a des petits pictos aussi pour acheter un yaourt quelques euros. Là, on dépense des dizaines de millions d'euros et souvent, on n'a pas l'information. Donc, les services achats, premièrement, contribuent à ça. Ils contribuent effectivement, je donne l'exemple d'Accor ou d'Accor Invest, qui contribuent en fait à motiver les fabricants à rentrer l'information. Deuxièmement, l'idée que ce soit gratuit pour les fabricants sur une plateforme qui est publique internationalement et auquel n'importe qui peut accéder publiquement, pour eux, c'est une forme de publicité. C'est-à-dire que s'ils sont vertueux, ils ont intérêt à le faire savoir. Donc, il ne s'agit pas, c'est pas finalement la quantité qui compte, c'est la qualité. C'est un petit peu le rendez-vous, ce genre de portail comme Psycléa.cloud, où les fabricants vertueux vont venir et vous dire regardez comme on est bien, regardez, on vous donne accès à l'information, donc c'est de l'open source comme disait Ignacy. Troisièmement, l'autre approvisionnement de ça, c'est sur les projets. C'est-à-dire que sur un projet, si par exemple vous avez éventuellement des variantes, des alternatives à un produit qui aurait déjà le passeport, mais une variante qui n'a pas de passeport, vous dites, monsieur le fabricant, je veux bien travailler avec vous, mais moi aussi, alors que ce soit l'entreprise générale, que ce soit au niveau de la maîtrise d'œuvre elle-même, déclarez vos informations, que je sache de quoi est fait votre produit, quel est aussi son potentiel en matière de prochaine vie, circularité et tout ça. Et c'est comme ça qu'on va travailler ensemble. Donc, vous voyez, c'est vraiment aller chercher de l'information qui, en général, n'est pas communiquée. Parfois, même chez un fabricant, elle est complètement distribuée entre différents services et ça leur prend un peu de temps de la reconcentrer dans un passeport circulaire. Et enfin, dernière chose, aujourd'hui, dans la version 4 du standard Cradle to Cradle, maintenant, on a cette notion de passeport circulaire qu'ils appellent Circularity Data Report, qui demande justement à avoir un accès à l'information de manière à construire des bâtiments plus conscients. Voilà, on va se quitter là-dessus parce qu'il est 15 heures passées. Merci encore, Ignacy, pour ta contribution, pour ton retour d'expérience. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette session. Si vous souhaitez revoir cette session, vous pouvez aller sur le site psycléa.com dans la rubrique webinaire ABC, Alliance Bâtiment Circulaire. Vous avez tous les replays depuis le mois de mars. Donc, il y a des dizaines de replays qui peuvent vous aider. Bien, portez-vous bien. Et puis, on se donne rendez-vous pour la saison 4, début janvier. Muchas gracias. Merci beaucoup. Bon courage. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Merci. Gracias. Yes. Muchas gracias.